L'hiver 1069 marque un tournant dans l'histoire de l'Angleterre. Guillaume le Conquérant, le duc normand qui avait arraché la couronne d'Angleterre 3 ans plus tôt à la bataille de Hastings, venait de prendre la décision la plus terrible de son règne. Face à une rébellion qu'il ne parvenait pas à étouffer, il allait transformer le nord de l'Angleterre en un cimetière à ciel ouvert. Ce n'était pas une simple campagne militaire. Ce qui allait se dérouler durant l'hiver 1069 à 1070 entre dans l'histoire sous le nom de « Harrying of the North », la dévastation du Nord. Certains historiens modernes n'hésitent pas à employer le mot « génocide ». Les chroniques de l'époque, pourtant écrites par des moines normands favorables à Guillaume, parlent d'une cruauté sans précédent. Le moine Orderic Vital, qui écrivit 50 ans après les faits, rapporte que plus de 100 000 personnes périrent de faim. Il ajoute qu'il avait souvent loué Guillaume dans ses écrits, mais qu'il ne pouvait rien dire de bon sur ce massacre brutal. Pour comprendre cette tragédie, il faut remonter 3 ans en arrière, au moment où Guillaume pose le pied en Angleterre. Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie écrase l'armée du roi Harold Godwinson à Hastings. Harold meurt sur le champ de bataille, une flèche dans l'œil selon la légende. Guillaume pense que la partie est gagnée. Le jour de Noël 1066, il se fait couronner roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Mais conquérir le sud ne signifie pas contrôler tout le royaume. Le nord de l'Angleterre représente un défi particulier. La Northumbrie est un territoire vaste, sauvage, peuplé d'un mélange d'anglo-saxons et de descendants vikings. Ces gens ont toujours vécu dans une quasi-indépendance vis-à-vis du pouvoir royal. Même les rois saxons avant Guillaume peinaient à exercer leur autorité dans cette région. Les Northumbriens ont leur propre culture, leur propre tradition, et ils n'ont aucune intention de se soumettre à un envahisseur normand. Guillaume le sait. Il tente d'abord la diplomatie en nommant des comtes locaux pour administrer la région. Sa première tentative est un désastre. En 1067, il nomme Copsey comme comte de Northumbrie. Copsey ne survit que quelques semaines avant d'être assassiné. Guillaume essaie alors avec Gospatric, un anglo-saxon de lignée royale. Gospatric accepte le poste moyennant une somme considérable d'argent. Mais en 1068, il se retourne contre Guillaume et s'enfuit en Écosse. Cette trahison pousse Guillaume à changer de stratégie. Il décide de nommer un étranger, quelqu'un qui ne doit rien aux nobles locaux et qui sera entièrement loyal à la couronne normande. Fin 1068, Guillaume nomme Robert de Comines comme nouveau comte de Northumbrie. Robert vient de Flandre, une région du continent. C'est un homme dur, ambitieux, qui commande une troupe de mercenaires. Guillaume lui confie entre 500 et 900 hommes selon les sources. Sa mission est claire, prendre le contrôle du Nord par tous les moyens nécessaires. Robert quitte Gloucester en janvier 1069, en plein hiver. Il avance vers le Nord avec la confiance typique des conquérants normands. Sur son chemin, ses hommes pillent et tuent pour se constituer leur butin. Cette tactique de terreur est censée briser toute velléité de résistance. Les populations locales au nord de la Tyne, apprenant l'arrivée de cette armée brutale, tentent de fuir. Mais une violente tempête de neige bloque les routes et rend les collines impraticables. Coincés, les Northumbriens comprennent qu'ils n'ont qu'une option: se battre. Robert arrive à Durham fin janvier 1069. L'évêque de la ville, Ethelwyn, vient à sa rencontre. Il l'avertit qu'une armée anglaise s'est constituée contre lui, que le danger est réel, qu'il devrait rebrousser chemin. Robert ignore l'avertissement. Avec l'arrogance qui caractérise tant de nobles normands, il pense que personne n'osera l'affronter. Il entre dans Durham et loge dans la résidence épiscopale, la maison de l'évêque elle-même. Ses soldats se dispersent dans la ville, pillant et terrorisant la population pour trouver des logements pour la nuit. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans la nuit du 28 janvier 1069, les Northumbriens passent à l'action. À l'aube, ils défoncent les portes de Durham et se déversent dans les rues. Le massacre commence. Les soldats normands sont pris par surprise, attaqués de tous côtés. Réveillés brutalement, mal organisés, ils sont taillés en pièces. Robert de Comines se réfugie dans la maison de l'évêque avec ses chevaliers les plus proches. Il barricade les portes et se prépare à tenir un siège. Les Northumbriens trouvent la solution. Ils mettent le feu au bâtiment. Robert et ses hommes ont le choix entre brûler vif ou sortir et se faire massacrer. Ils tentent de fuir, mais les rebelles les attendent.
Robert de Comines meurt dans les flammes ou sous les coups, selon les versions. De toute son armée, seuls 2 soldats normands échappent au massacre et parviennent à s'enfuir. 700 hommes sont morts en une seule nuit. La nouvelle du massacre se répand comme une traînée de poudre. Guillaume envoie immédiatement une armée vers Durham, mais les soldats font demi-tour avant d'arriver. La région est trop dangereuse, trop hostile. Gospatric, l'ancien comte en exil, revient d'Écosse et reprend le contrôle de la Northumbrie. Guillaume vient de subir l'humiliation la plus cuisante de son règne. Le massacre de Durham n'est que le début. Quelques jours après, York se soulève à son tour. La principale ville du nord, celle où Guillaume avait fait construire un château pour affirmer sa domination, rejoint la rébellion. Les habitants attaquent la garnison normande. Le gouverneur de la ville et de nombreux soldats sont tués. Le château résiste, mais York est aux mains des rebelles. Guillaume réagit avec une rapidité impressionnante. En février 1069, il arrive à York à la tête d'une grande armée. Les rebelles fuient devant lui. Guillaume reprend la ville, mais au lieu de simplement restaurer l'ordre, il ordonne une répression sauvage. Ses troupes dévastent York et les environs, chassant les rebelles. Guillaume fait construire un second château sur la rive opposée de l'Ouse. Il confie ses forteresses à des hommes de confiance et rentre dans le sud, pensant avoir réglé le problème. Il se trompe. Durant l'été 1069, un nouvel acteur entre en scène. Edgar Ætheling, le dernier descendant mâle de la maison royale de Wessex, a trouvé refuge en Écosse après la conquête normande. Techniquement, il aurait dû être roi d'Angleterre après la mort d'Harold. Il n'avait que 15 ans en 1066, trop jeune et sans soutien politique suffisant pour s'imposer face à Guillaume. Mais 3 ans plus tard, il devient le symbole de la résistance anglaise. Edgar n'est pas seul. Il est accompagné d'Edwin, comte de Mercie, et de Morcar, ancien comte de Northumbrie. Ces 2 frères avaient d'abord accepté la domination normande, mais Guillaume leur a menti sur plusieurs promesses, notamment le mariage d'Edwin avec sa fille. Déçus et humiliés, ils ont rejoint la rébellion. Avec eux viennent Waltheof, un noble anglo-saxon, et d'autres seigneurs qui ont tout perdu sous l'occupation normande. Mais le coup de théâtre majeur arrive en août 1069. Une flotte danoise apparaît sur les côtes anglaises. Le roi Sweyn II de Danemark a des prétentions légitimes sur le trône d'Angleterre. Il est le neveu de Knut le Grand, qui avait régné sur l'Angleterre de 1016 à 1035. Les nobles anglais en rébellion contre Guillaume lui ont envoyé des émissaires, l'invitant à venir réclamer la couronne. Sweyn est tenté, mais il ne veut pas engager toute sa puissance dans cette aventure incertaine. Il envoie donc une force expéditionnaire commandée par 3 de ses fils, son frère et de nombreux nobles danois. La flotte est impressionnante. Les estimations parlent de 240 navires, soit autant que la flotte norvégienne qui avait attaqué l'Angleterre en 1066. Les Danois longent la côte, testant les défenses normandes. Ils tentent des débarquements à Douvres, Sandwich, Ipswich et Norwich. À chaque fois, ils sont repoussés. Mais ils finissent par remonter jusqu'au Humber, dans le nord, là où les rebelles anglais les attendent. Mi-septembre 1069, la jonction se fait. Les forces danoises rejoignent Edgar Ætheling, Waltheof et les autres nobles rebelles. Ensemble, ils marchent sur York. Guillaume a laissé une garnison dans la ville, mais celle-ci est terriblement en infériorité numérique. Les Normands, dans une tentative désespérée de disperser la population civile qui pourrait aider les rebelles, mettent le feu à une partie de la ville. Le feu échappe à leur contrôle et ravage York, détruisant même une partie du Minster, la grande église de la ville. Malgré cet incendie, l'armée anglo-danoise prend York. Les 2 châteaux tombent. La garnison normande est massacrée. Pour la première fois depuis Hastings, Guillaume fait face à une menace existentielle. Il ne s'agit plus de simple révolte locale. Une armée étrangère occupe la seconde ville du royaume, soutenue par une coalition de nobles anglais. Si cette alliance tient, si d'autres régions se soulèvent, Guillaume pourrait perdre l'Angleterre. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Pendant que Guillaume est occupé dans le nord, d'autres rébellions éclatent. Au pays de Galles, le roi Bledin ap Cynfin s'allie avec les rebelles anglais. Dans l'ouest, les villes de Shrewsbury et Chester se soulèvent. En Mercie, les restes de l'armée d'Edwin et Morcar tentent de maintenir la pression sur les Normands.
Guillaume voit son royaume lui échapper de toutes parts. La situation est critique. Guillaume envoie même sa femme Mathilde en Normandie pour sa sécurité. Il convoque toutes ses forces disponibles. Il fait venir des renforts du continent. Pour la première fois depuis son couronnement, Guillaume comprend qu'il pourrait tout perdre. La conquête de l'Angleterre, ce triomphe qu'il croyait acquis, risque de lui glisser entre les doigts. Guillaume prend la route du Nord à la fin de l'automne 1069. Il doit reprendre York et briser cette coalition. Mais les rebelles refusent de l'affronter en bataille rangée. Ils connaissent les tactiques normandes, la puissance de leur cavalerie lourde. Au lieu de cela, ils harcèlent l'armée de Guillaume, attaquent ses lignes de ravitaillement, puis se replient dans les villages et les forêts. C'est une guérilla, et Guillaume déteste ce type de combat. Lorsqu'il arrive près de York, il est bloqué pendant 3 semaines à la rivière Ayr. Le pont a été détruit et il doit trouver un gué pour traverser. 3 semaines perdues pendant l'hiver, avec une armée qui commence à grogner contre les conditions difficiles. Quand il traverse enfin, Guillaume change de tactique. Au lieu d'attaquer York directement, il fait dévaster une large zone au nord et à l'ouest de la ville. Cette ceinture de destruction coupe York de ses ravitaillements et de ses soutiens. Les Danois, qui n'avaient jamais vraiment l'intention de se battre jusqu'au bout, voient le vent tourner. Guillaume leur envoie des émissaires. Il leur offre une somme considérable d'argent pour qu'ils repartent. Les Danois acceptent. Ils retournent à leur navire sur le Humber, emportent l'or de Guillaume et promettent de quitter l'Angleterre au printemps. La coalition vient de perdre son principal atout militaire. Edgar Eteling et les nobles anglais se retrouvent seuls. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vaincre Guillaume en bataille ouverte sans les Danois. Certains se soumettent, d'autres, comme Edgar, fuient à nouveau en Écosse. Gospatric, qui était revenu prendre le contrôle de la Northumbrie, fait acte d'allégeance à Guillaume. Guillaume passe Noël 1069 à York. Il a repris la ville. La rébellion semble brisée. Mais Guillaume n'a pas oublié les humiliations. Il n'a pas oublié Durham. Il n'a pas oublié tous ces nobles Normands morts, tous ces châteaux attaqués, toutes ces fois où les Northumbriens l'ont défié. Et il a compris quelque chose de fondamental. Tant que cette région pourra se nourrir, se réorganiser, elle se rebellera encore. Guillaume décide alors de mettre en œuvre une solution finale. Il ne veut plus de rébellion dans le Nord. Jamais. Pour cela, il va détruire la capacité même de cette région à résister. L'hiver 1069 à 1070 est particulièrement rigoureux. Le froid est mordant, la neige épaisse. C'est dans ces conditions que Guillaume lance sa campagne de terre brûlée. Ses ordres sont clairs et terrifiants. Détruire tout ce qui peut soutenir la vie humaine entre le Humber et la Tees, soit pratiquement toute la Northumbrie et une grande partie du Yorkshire. Les armées normandes se déploient méthodiquement. Village après village, ferme après ferme, elles avancent en brûlant tout sur leur passage. Les récoltes sont incendiées. Les réserves de grains, patiemment constituées pour passer l'hiver, sont jetées au feu. Le bétail est abattu, les troupeaux massacrés. Les moutons, les vaches, les porcs, tout est tué. Les outils agricoles sont détruits. Les charrues sont brisées. Les moulins sont incendiés. Même les semences pour les plantations du printemps suivant sont brûlées. Guillaume ne cherche pas à tuer directement les habitants. Il fait quelque chose de bien plus cruel. Il les condamne à mourir de faim. Les soldats normands traquent impitoyablement les rebelles qui se cachent encore dans la région. Ceux qui sont capturés sont exécutés ou mutilés. Mais la majorité de la population n'est pas composée de combattants. Ce sont des paysans, des artisans, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils voient leurs maisons brûlées, leurs réserves détruites, leurs animaux massacrés. Et ils comprennent ce qui les attend. La campagne dure tout l'hiver. Les armées de Guillaume couvrent un territoire immense, du Humber jusqu'à la Tees dans le nord-est, vers l'ouest jusqu'au Cheshire, au Shropshire, au Derbyshire et au Staffordshire. Des régions entières sont méthodiquement vidées de toute ressource. Le Domesday Book, ce grand recensement ordonné par Guillaume 17 ans plus tard, porte encore les traces de cette dévastation. De nombreux villages sont simplement marqués comme waste, désert, terre morte. La Northumbrie proprement dite est tellement dévastée qu'elle n'est même pas incluse dans le recensement.
Les premiers mois, les survivants peuvent encore s'en sortir. Ils fouillent dans les ruines, récupèrent ce qu'ils peuvent. Certains ont réussi à cacher quelques provisions avant l'arrivée des Normands. Les plus chanceux trouvent refuge dans les monastères, bien que beaucoup de ces institutions aient aussi été pillées. Mais l'hiver avance et les réserves s'épuisent. Au début du printemps 1070, la situation devient catastrophique. Les gens n'ont plus rien à manger. Les forêts ont été chassées de tout gibier. Les rivières sont vides, surpêchées par les désespérés. Les racines, les écorces d'arbres, tout ce qui peut être mâché et consommé. Les chroniques de l'époque rapportent des scènes d'une horreur absolue. Le moine Siméon de Durham écrit que les gens mangent des chats, des chiens, des rats. Certains sont réduits au cannibalisme, déterrant les cadavres pour survivre. D'autres vendent leurs enfants en esclavage pour une poignée de nourriture. Des familles entières se réfugient dans les églises, espérant un miracle qui ne vient pas. Elles y meurent, serrées les unes contre les autres pour se tenir chaud. Les routes sont bordées de cadavres. Les villages sont remplis de maisons vides où des corps gisent, trop faibles pour avoir pu sortir chercher de la nourriture. Le froid de l'hiver tue ceux que la faim n'a pas encore emportés. Sans abri décent, sans feu pour se chauffer, sans vêtements chauds, les gens meurent d'hypothermie. Des vagues de réfugiés tentent de fuir vers le sud, vers des régions moins touchées. Mais ils sont affaiblis, malades, et beaucoup meurent sur les routes. Les survivants qui atteignent les villes du sud sont si nombreux qu'ils débordent les capacités d'accueil. La famine commence même à se propager dans certaines régions voisines, simplement à cause de l'afflux de réfugiés. Orderic Vital, ce moine normand qui écrit 50 ans après les faits, est profondément troublé par ce qu'il a appris des témoins. Il note que Guillaume n'a épargné ni les innocents ni les coupables. Les enfants meurent pour les actes de leurs parents. Les vieillards périssent pour des rébellions auxquelles ils n'ont pas participé. Orderic écrit qu'il a souvent loué Guillaume dans ses chroniques, mais que pour cette action, il ne peut trouver aucune justification. Le chiffre de 100 000 morts qu'il avance est vertigineux pour l'époque. La population totale de l'Angleterre en 1070 est estimée entre 1,5 et 2 millions d'habitants. Cela signifie qu'environ 5% de toute la population du royaume a péri dans cette seule opération. Pour la région du Nord elle-même, c'est bien pire. Certains historiens estiment que jusqu'à la moitié de la population de la Northumbrie et du Yorkshire a disparu durant l'hiver 1099 à 1090. Au printemps 1090, la situation dans le Nord est apocalyptique, mais Guillaume n'a pas terminé. Il reste une dernière poche de résistance en Mercie, où les restes de l'armée d'Edwin et Morcar se sont regroupés. Guillaume marche vers le Cheshire. Son armée est épuisée après des mois de campagne ininterrompue. Les soldats, même normands, commencent à se plaindre. Certains parlent même de mutinerie. Mais Guillaume les pousse en avant, promettant un riche butin. Il arrive dans le Cheshire avant que les rebelles ne soient prêts à l'affronter. La révolte mercienne est écrasée sans combat généralisé. Guillaume fait construire des châteaux à Chester et Stafford pour contrôler la région. Puis, juste avant Pâques 1070, il retourne à Salisbury et libère finalement son armée. La conquête est achevée. Il n'y aura plus de grandes rébellions anglaises. Le Nord est brisé, physiquement et moralement. Guillaume entreprend maintenant de remplacer complètement l'aristocratie anglo-saxonne par des nobles normands. Les terres du Nord sont redistribuées à ses barons les plus fidèles. Walcher, un Lotharingien qui avait été nommé évêque de Durham en 1071, devient également comte de Northumbrie en 1076. Un Breton nommé Alan Rufus reçoit un immense fief dans le nord du Yorkshire qui deviendra le Richmondshire. Les Anglais qui survivent n'ont plus aucun pouvoir. Leur langue est rabaissée au rang de dialecte de paysans. Le français devient la langue de l'aristocratie, de la cour, de la justice. Cette situation durera près de 3 siècles. L'Angleterre anglo-saxonne a été définitivement brisée. Ce qui émerge de cette violence est un nouveau royaume, anglo-normand, où la culture et la structure sociale seront profondément transformées. 17 ans après la dévastation, en 1086, Guillaume ordonne la compilation du Domesday Book, un recensement complet de toutes les terres et propriétés du royaume. Ce document nous donne une vision saisissante des dégâts durables causés par le Harrying of the North. Le Yorkshire,
qui était l'une des régions les plus prospères de l'Angleterre avant 1069, est décrit comme largement « waste ». Des centaines de villages sont répertoriés comme abandonnés ou sans valeur économique. Le nord du Yorkshire montre des terres encore totalement vides. Des manoirs qui généraient auparavant des revenus substantiels ne produisent plus rien. La population est drastiquement réduite. Certains historiens modernes, analysant les données du Domesday Book, estiment qu'il manque entre 100 000 et 150 000 personnes dans le nord de l'Angleterre par rapport à ce que la région aurait dû compter en croissance normale depuis 1066. L'archéologie confirme ces récits. Des fouilles dans le Yorkshire ont découvert des trésors de pièces enterrées à la hâte durant l'hiver 1069 à 1070, jamais récupérés par leurs propriétaires qui ont probablement péri. Des villages qui existaient avant la conquête disparaissent purement et simplement des archives après 1070. D'autres villages montrent des signes de reconstruction complète, suggérant qu'ils ont été entièrement détruits puis reconstruits selon des plans normands réguliers. L'historien Becca Roberts a suggéré que les villages du Durham et du Yorkshire qui montrent des plans réguliers, organisés selon des schémas géométriques, ont probablement été reconstruits en une seule fois après la dévastation. Avant le harrying, les villages anglais croissaient de manière organique, sans plan préétabli. Les villages post-1070 montrent une organisation qui ne peut venir que d'une planification centralisée, typique des nouveaux seigneurs normands qui ont reconstruit sur les ruines. Même les chroniqueurs normands, qui sont généralement favorables à Guillaume, sont horrifiés par le harrying of the North. Guillaume de Malmesbury, écrivant au XIIe siècle, mentionne que c'était l'acte le plus cruel de Guillaume. Orderic Vital va plus loin. Il rapporte que sur son lit de mort, en 1087, Guillaume lui-même aurait exprimé des regrets pour la dévastation du Nord. Orderic écrit que le roi mourant admettait avoir frappé les innocents avec les coupables, que cette cruauté pèserait sur son âme. Le pape et l'Église critiquent ouvertement Guillaume pour cette action. En 1070, les légats du pape Alexandre II viennent en Angleterre. Ils imposent une pénitence collective à tous les soldats normands qui ont tué ou blessé quelqu'un durant la conquête, particulièrement durant le harrying. Cette pénitence est un aveu indirect que ce qui s'est passé dans le Nord dépasse les normes acceptables de la guerre médiévale. Guillaume, profondément religieux malgré sa brutalité, passe les années suivantes à faire de généreuses donations à l'Église. Il fonde des abbayes, finance la reconstruction d'églises, accorde des terres aux monastères. Certains historiens y voient une tentative d'acheter le pardon pour ses péchés, particulièrement pour la dévastation du Nord. Mais les donations ne ramènent pas les morts. Elles ne reconstruisent pas les villages. Elles ne rendent pas leurs terres aux paysans qui ont tout perdu. Le harrying of the North soulève encore aujourd'hui des débats passionnés parmi les historiens. Était-ce un génocide ? Le terme est anachronique pour l'époque médiévale, mais certains universitaires contemporains, comme William et Capel, n'hésitent pas à l'employer. Leur argument est que Guillaume a délibérément ciblé une population civile avec l'intention de détruire sa capacité à exister en tant que communauté. D'autres historiens, comme C.P. Lewis dans le Cambridge World History of Genocide, contestent cette qualification. Ils argumentent que le harrying était une opération militaire routinière, quoique menée dans des conditions exceptionnellement dures en plein hiver. Selon eux, les chroniqueurs comme Orderic Vital et Siméon de Durham, qui écrivaient des décennies après les faits, ont exagéré l'ampleur de la destruction pour leurs propres raisons rhétoriques. Lewis souligne que les mentions de waste dans le Domesday Book ne signifient pas nécessairement destruction physique, mais absence de valeur économique pour les seigneurs. Une terre peut être marquée waste si elle ne génère pas de revenus, même si des gens y vivent encore. Il suggère aussi que la famine était probablement régionale plutôt que généralisée, et que les flux de réfugiés attestés par les sources de Beverley et Evesham indiquent que beaucoup de gens ont pu fuir plutôt que mourir. David Horspool, un autre historien, conclut que malgré le choc évident qu'a provoqué le harrying dans le nord de l'Angleterre, l'ampleur de la destruction a peut-être été exagérée. Le chiffre de 100 000 morts avancé par Orderic Vital lui semble trop élevé, bien qu'il admette que des dizaines de milliers de personnes ont certainement péri. Cependant, même ces historiens sceptiques reconnaissent que quelque chose de terrible s'est produit. Les preuves archéologiques, les données du Domesday Book, les multiples sources contemporaines et proches des faits
tout pointe vers une catastrophe humanitaire majeure. Que le nombre exact de morts soit de 50 000, 75 000 ou 100 000, cela reste un massacre d'une ampleur choquante. D'un point de vue purement stratégique, le Harrying of the North a fonctionné. C'était l'objectif de Guillaume. Après l'hiver 1069 à 1070, il n'y a plus de grandes rébellions en Northumbrie. Les Danois cessent d'utiliser la région comme tête de pont pour leurs invasions. Lorsqu'ils reviennent en 1070, ils attaquent l'Est-Anglie plutôt que le nord. Sweyn de Danemark lui-même vient en personne tenter sa chance, mais Guillaume l'achète à nouveau avec de l'or, et le roi danois repart définitivement. La dernière résistance significative se produit à Ely en 1070 à 1071 dans les marais de l'Est-Anglie. Hereward l'Exilé, un rebelle anglais légendaire, y mène une guérilla. Il est rejoint par Morcar, qui tente une dernière fois de défier Guillaume. Mais sans le soutien du Nord, sans bases arrières solides, cette résistance est condamnée. Guillaume construit un pont à travers les marais au prix de lourdes pertes et écrase définitivement ce foyer de rébellion en 1071. Après Ely, c'est terminé. L'Angleterre est soumise. Guillaume a gagné non pas seulement par la force militaire, mais par la terreur. Le message envoyé par le harrying est clair. La résistance ne mène qu'à la destruction totale. Les Anglais qui survivent l'ont compris. Ils se soumettent, acceptent les nouveaux maîtres normands, apprennent à vivre dans un royaume transformé. Guillaume change aussi de politique. Avant le harrying, il avait tenté de travailler avec l'aristocratie anglo-saxonne, de l'intégrer dans son système. Après 1070, il abandonne cette approche. Les nobles anglais sont systématiquement remplacés par des Normands. En 1086, au moment du Domesday Book, moins de 5% des terres d'Angleterre sont encore aux mains de l'aristocratie anglo-saxonne. Tout le reste a été confisqué et redistribué aux barons normands. Le Harrying of the North a gravé des cicatrices indélébiles dans la mémoire du nord de l'Angleterre. Durant des siècles, les habitants de cette région ont transmis le souvenir de cet hiver où Guillaume est venu apporter le feu et la mort. Durham, lieu du massacre de Robert de Comines qui avait déclenché la fureur normande, devient un symbole à double facette, résistance et tragédie. La cathédrale de Durham, érigée en 1093, incarne ce paradoxe. Sa structure massive proclame la domination normande, mais elle abrite le tombeau de saint Cuthbert, patron de la Northumbrie, preuve que l'identité anglo-saxonne a survécu malgré tout. La reconstruction économique prend des décennies. La région prospère d'avant 1069 devient l'une des plus pauvres du royaume. Ce n'est qu'au XIIe siècle que la population se reconstitue vraiment et que l'économie redémarre. Les forêts repoussent sur les terres abandonnées, de nouveaux villages émergent selon des plans normands rigides avec des noms français ou mixtes. L'impact culturel dépasse encore les conséquences économiques. L'Angleterre post-1070 devient un pays profondément divisé linguistiquement et socialement. L'aristocratie parle français, l'Église utilise le latin, le peuple s'accroche à l'anglais. Cette stratification linguistique reflète une hiérarchie sociale absolue. Normand en haut, anglais en bas. La langue anglaise elle-même porte les marques de cette période, absorbant des milliers de mots français liés au gouvernement, à la justice, à l'armée et à la cuisine aristocratique. L'anglais survit porté par le peuple et finira par redevenir dominant, mais transformé en moyen anglais, mélange unique de racines germaniques et d'emprunts romans. Le harrying révèle la nature du pouvoir et de la conquête. Guillaume n'était pas un sadique assoiffé de souffrance, mais un pragmatique glacial. Face à une situation incontrôlable par les moyens conventionnels, il a choisi l'option la plus efficace, la destruction systématique des ressources. Si la famine comme arme n'était pas nouvelle dans la guerre médiévale, l'échelle du harrying était inédite. Guillaume n'assiégeait pas une ville mais une région entière, transformant la Northumbrie en camp de concentration à ciel ouvert, où les gens mouraient pendant des mois. Les contemporains ont été choqués non par le principe mais par l'ampleur. Guillaume n'a pas seulement tué des combattants, il a consciemment créé les conditions pour exterminer femmes, enfants et vieillards en connaissance de cause. Orderic Vital note que Guillaume n'a fait aucun effort pour contrôler sa fureur, punissant innocents et coupables indistinctement. Cette observation suggère un choix délibéré de frapper large pour terroriser durablement. Le message a été compris.
Plus personne n'a osé défier Guillaume sérieusement après le harrying. La peur a assuré sa domination jusqu'à sa mort en 1087. Selon certains chroniqueurs, ses dernières paroles exprimaient des remords pour le Nord, mais on ignore s'ils étaient sincères ou dictés par la terreur du jugement divin. La question du génocide reste débattue. La Convention de 1948 définit le génocide comme des actes visant à détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Guillaume a intentionnellement soumis la population northumbrienne à des conditions mortelles, mais cherchait-il à détruire les Anglais en tant que groupe ethnique ou simplement à briser leur capacité de rébellion? La plupart des historiens privilégient la seconde hypothèse. Guillaume ne visait pas l'extermination ethnique, mais la soumission politique. Le fait qu'il ait permis aux survivants de reconstruire sous domination normande et utiliser certains nobles anglais loyaux suggère un objectif politique plutôt que génocidaire, au sens strict. Cependant, pour les dizaines de milliers de victimes, cette distinction académique importait peu. Le résultat était identique. Mort massive suite à une politique délibérée de destruction. Guillaume, fils illégitime du duc Robert le Magnifique et d'une tanière, a porté toute sa vie le surnom de bâtard. Devenu duc à 8 ans, son enfance violente forge son caractère. Tuteurs assassinés, révolte de barons, il apprend que seule la force et la détermination assurent la survie. En 1087, il écrase ses adversaires à Valesdune et consolide méthodiquement son pouvoir normand. Quand Édouard le Confesseur meurt en 1626, Guillaume revendique le trône, se croyant légitime par promesse divine, confirmée par sa victoire à Hastings. Les rébellions suivantes ne sont pas, dans son esprit, une résistance légitime, mais une trahison. Cette mentalité explique partiellement sa dureté, sans l'excuser. Guillaume savait exactement ce qu'il faisait. Terroriser une région plutôt que risquer des décennies de révolte. Calcul stratégique réussi, mais qui lui a coûté son âme selon les chroniqueurs. Le harrying marque véritablement la fin de l'Angleterre anglo-saxonne. Royaume puissant avec sa culture, sa littérature vernaculaire et son administration sophistiquée, l'Angleterre pré-1066 aurait pu survivre avec une simple substitution d'élite. Mais la violence extrême du harrying brise toute continuité. L'aristocratie anglaise est décimée, la langue marginalisée, les institutions remplacées. Émerge alors une Angleterre anglo-normande, synthèse nouvelle qui créera une culture unique au prix terrible de dizaines de milliers de vies. Au XIIIe siècle, Normands et Anglais ont fusionné au point qu'il devient difficile de distinguer les descendants. Mais dans le Nord, la mémoire persiste dans les légendes, les noms de lieux et les ruines. 9 siècles plus tard, le débat continue. Guillaume était-il pragmatique ou cruel? La vérité se situe entre les deux. Homme de son époque formé par la violence, il a néanmoins commis un acte exceptionnel même pour le XIe siècle. Entre 80 000 et 150 000 morts, des régions transformées en désert, des traumatismes générationnels. Le harrying rappelle que la conquête a toujours un prix civil. Guillaume a bâti son royaume sur des cadavres anonymes. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi la terreur politique et d'un peuple qui en a payé le prix. Aujourd'hui encore, le Nord anglais porte les traces de cette époque dans ses châteaux, cathédrales et villages reconstruits. Le harrying n'est pas une anecdote, mais un événement fondateur qui a façonné l'Angleterre moderne, transformant une région en cimetière parce qu'un roi ne tolérait pas la défiance.